Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour le deuxième live du cordon sanitaire solidaire lancé par la Fabrique des Soignants. Bah oui, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. On est très content d'avoir pu réaliser la première la semaine dernière. Malheureusement, entre-temps, il s'est passé ce qu'il s'est passé. On va pas obligatoirement revenir sur les résultats aujourd'hui et les commenter, en tout cas pas directement. Mais on accueille plusieurs personnes qui vont pouvoir plus largement continuer de nous parler et de réfléchir avec nous et aussi avec vous dans le chat à cette question fil rouge du cordon sanitaire solidaire. Comment défendre et reconstruire un système de santé solidaire. Donc cette initiative, pour rappel, on l'a lancée au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale dans l'objectif de réunir les initiatives, les tribunes, les personnes qui essayent de défendre ce système de santé avec les valeurs qu'on connaît en France. Et donc on est très content de pouvoir accueillir aussi ces personnes-là autour de la table. Ouais, tout à fait. On va un peu revenir aussi sur le premier live qu'on a fait du coup la semaine dernière où on a pu évoquer la question de l'AME et de sa suppression. On a pu également parler de la question de l'éthique dans le soin qui est un peu mis à rude épreuve en ce moment. Et on a aussi pu discuter de l'accès aux soins. Mais c'est des thématiques qui vont quand même aussi revenir ce soir. Donc vous allez pouvoir voir aussi quelques images du replay qui est à votre disposition sur notre chaîne YouTube où on a reçu notamment Julie Chastain, une médecin d'un centre de santé qui a pu nous parler aussi de la tribune qu'ils avaient pu soigner, écrire en tant que soignants pour défendre notre système et se positionner en barrage contre l'extrême droite. Mais aussi on a pu réagir quand même à un certain nombre de questionnements et de commentaires qui sont présents sur les réseaux sociaux de la part de soignants qui se positionnaient en faveur du Rassemblement national. Et puis toujours dans cette même volonté de mettre en évidence des initiatives positives, des personnes qui font sur le terrain des actions qui vont dans le bon sens. On a eu la chance de recevoir à distance Sylvain, qui est un kinésithérapeute et qui a la particularité qu'avec sa famille, il a fait un tour de France des maisons de santé et des centres, des communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc, il a pu nous partager plusieurs initiatives de terrain et surtout d'essayer de nous montrer quelles étaient finalement les valeurs qu'il a pu découvrir au fur et à mesure de ce voyage-là. Et donc, pour cette émission-là, on va un peu reparler du programme du Rassemblement national sur la question de la santé. Et puis, on va pouvoir parler plus spécifiquement de la question du financement de ce système de santé. Toujours encore de la question aussi de l'accès aux soins. Également, on va parler aussi de la prévention. Et la troisième thématique, la question des droits. Le droit des patients, l'accès aussi des patients justement à ces droits et les droits qui peuvent leur être refusés. Et on vous invite du coup aussi à vous abonner à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube de la Fabrique des Soignants, notamment pour être notifié lorsque l'on va parler, en tout cas lorsqu'on va lancer la troisième et dernière émission ce jeudi à partir de 20h, donc juste avant le second tour, pour parler du soin par et pour les personnes étrangères, ou en tout cas par notamment les soignants qui sont issus d'autres pays, où on va recevoir plusieurs professionnels de santé, mais aussi des représentants de collectifs, de patients et de professionnels qui sont dans cette situation. Ouais, et on parlera également de la question de la psychiatrie en santé, qui est déjà la spécialité la plus en difficulté aujourd'hui, qui le sera d'autant plus si le Rassemblement national passe. Et du coup, sans plus attendre, on propose à nos invités de se présenter. Donc, vous allez voir aussi à l'écran leur visage, leur nom et leur poste. Et donc, on propose peut-être à Éric Chenu de commencer par se présenter. Bonjour à toutes et à tous, c'est Éric Chenu, président de la Mutualité française. La Mutualité française fédère l'essentiel des mutuelles dans notre pays, à peu près 500 mutuelles en santé, en prévoyance, en épargne retraite, en dépendance. Et on gère 3000 établissements et services de soins d'accompagnement sur tout le territoire, du centre de santé à la clinique médecine-chirurgie, de l'EHPAD à la crèche. On est présent sur toutes ces activités et on est le premier acteur en prévention après la puissance publique.
Génial. Donc, effectivement, pertinent de vous avoir aujourd'hui pour parler de ces sujets. Sandrine, Simon? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Sandrine Simon, directrice santé et plaidoyer de Médecins du Monde. Donc, Médecins du Monde, c'est une organisation non gouvernementale qui intervient à l'international dans une trentaine de pays, mais aussi en France depuis plus de 30 ans. On intervient en France parce que pour les personnes qui n'ont pas accès au système de santé, justement, on intervient à la fois dans des lieux fixes qu'on appelle des centres d'accueil de soins et d'orientation pour recevoir les personnes et essayer de leur donner accès au système de santé, et aussi auprès des publics les plus éloignés dans des actions mobiles, donc que ce soit en hexagone ou en outre-mer. Et si je dis pas de bêtises, tu es aussi infirmière de formation, donc Exactement. soignante déjà à l'époque, même si tu l'es toujours d'une certaine manière, d'un point de vue populationnel plus maintenant. Et Nicolas? Bonjour à tous, Nicolas Blouin, je suis le co-directeur de l'association À vos soins. C'est une association à but non lucratif installée à Saint-Nazaire qu'on a créée en 2014, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, cette association en fait a un centre de santé polyvalent dans un quartier prioritaire, gère 4 unités mobiles de prévention sur la Bretagne et sur les Pays de la Loire, bientôt 5 puis 6. On a aussi un jardin thérapeutique à destination des seniors dans un premier temps, mais qu'on a ouvert aux habitants du quartier, enfin de 2 quartiers prioritaires. C'est une association qui a pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Et à partir de là, on a développé énormément de projets différents. Merci. Enfin, c'est des profils très très complets. Et on voulait commencer ce live par parler de la tribune que la Fédération de la Mutualité a pu faire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Eric? Oui, on est avant tout les mutuelles des sociétés de personnes, de femmes et d'hommes engagés qui mettent en commun des moyens, des ressources, les cotisations des adhérents pour se protéger mutuellement. Et de ce fait, le programme qui est proposé par l'extrême droite ou les politiques que ça inspire nous semble totalement orthogonal avec les principes qui sous-tendent notre action, qui sont des principes d'entraide, des principes de solidarité. À partir du moment où on propose la préférence nationale, le principe d'universalisme de la protection sociale ne peut plus fonctionner. À partir du moment où est inscrit dans le programme la baisse des cotisations sociales, des cotisations patronales, ça veut dire c'est moins de financement pour les hôpitaux, pour le service public de santé. Donc ça veut dire plus de financiarisation du système de santé. Et on a pu voir à quel point les conséquences que ça avait sur les crèches, sur les EHPAD. On a pu voir ce que ça pouvait avoir comme conséquences sur des centres de santé lucratifs, avec toutes les dérives, notamment en odontologie, sur des centres dentaires. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous inquiètent énormément et qui nous semblent pas du tout correspondre à la réalité des besoins des populations dans les territoires. Parce que il y a une vraie problématique sur l'accès effectif aux soins. Il y a de plus en plus de déserts médicaux, il y a de plus en plus de délais pour accéder à un certain nombre de professionnels, mais c'est certainement pas avec ces politiques qu'on apportera des réponses à ces colères, à ce ressentiment, à ce sentiment de déclassement que beaucoup de nos concitoyens vivent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et effectivement, on a vu aussi que récemment, vous aviez aussi republié une tribune, ou en tout cas republié un message pour aussi appeler au vote, et du coup appeler notamment au vote contre l'extrême droite. Oui, on a décidé hier soir, on a publié ce matin, d'appeler à voter et faire voter pour les candidats républicains les mieux placés pour faire barrage à l'extrême droite, compte tenu de ces dangers qui nous semblaient importants pour la cohésion sociale, pour notre vivre ensemble, pour l'humanisme, qui est quelque chose qui sous-tend notre action au quotidien. Moi, j'avais une question. Bon, c'est un peu technique, mais qu'est-ce qui explique la rapidité de votre prise de position en tant qu'institution quand on voit que la plupart des institutions ont mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de pouvoir afficher un message clair. Voire ne se sont pas positionnés. Voire ne se sont pas positionnés. Mais par exemple, le collectif des universités, c'est qu'il y a 2 jours qu'ils ont pu mettre en place une tribune. Et vous étiez vraiment l'une des premières du côté de la santé, et même de manière générale, à pouvoir vous positionner. Qu'est-ce qui explique cela ?
Probablement notre organisation militante. On est des entreprises, on gère plein de services, mais on est aussi des entreprises de femmes et d'hommes engagés. On a une organisation démocratique, donc on a pu réunir nos instances assez rapidement compte tenu de ces circonstances exceptionnelles liées à la dissolution et aux perspectives que l'on appréhendait. Et donc, très vite, dans le cadre de nos instances, on a pu prendre une décision, une position qui nous a semblé nécessaire, indispensable, utile, compte tenu du moment. C'est pour ça qu'on a pris position dès le 12 juin dernier et que là, à l'aune des résultats du premier tour, des perspectives, il nous a semblé nécessaire de préciser notre position pour essayer de faire voter un maximum d'électeurs, parce que ce qui est fondamental, si on veut défendre les principes, les valeurs d'une république démocratique, laïque et sociale, ce à quoi on est tous et tous attachés, eh bien ça suppose qu'un maximum de gens qui partagent ces valeurs-là se mobilisent. Et quelles ont été les réactions ? J'imagine que tout le monde n'était pas forcément satisfait que la Fédération des mutuelles prenne à ce point-là position. Non, mais comme beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous on estime qu'on fait partie de ces acteurs. On fait partie d'une forme d'économie citoyenne, d'une économie politique, et donc on se doit aussi, au-delà des services, des prestations que l'on peut apporter, on a aussi une certaine vision de la société, du vivre ensemble, de la nécessité de conforter les solidarités, de faire reculer les inégalités, et donc en pleine cohérence avec ces positions, on défend. On sait que les populations qu'on protège sont à l'image de la société, donc toutes et tous ne partagent pas ça, mais ça nous semble important d'éclairer les enjeux pour éviter les écueils, pour éviter que les gens se réveillent trop tard par rapport à des propositions qui seront totalement orthogonales à leurs intérêts, qui viendront fragiliser les plus vulnérables, les plus fragiles. Et c'est aussi ça notre rôle, d'une forme d'éducation populaire et citoyenne, en apportant des éléments rationnels dans une démocratie que l'on souhaite la plus apaisée possible, expliquer, et puis après chacun en son âme et conscience, en responsabilité, en citoyen et en citoyenne libre, eh bien ils choisiront et ils voteront. Et on a aussi souhaité proposer à Médecins du Monde aussi d'être sur ce plateau, parce que vous êtes aussi l'une des organisations qui s'est positionnée le plus rapidement dans le monde de la santé. Et du coup, effectivement, par rapport à vos positionnements, et peut-être de la même manière, qu'est-ce qui a expliqué le fait de sortir, entre guillemets, des positionnements, et de sortir aussi des communications dont on verra aussi par la suite un peu ce qui a pu être proposé de votre côté. Voilà, qu'est-ce qui a expliqué cette réaction rapide ? Je me reconnais beaucoup dans les propos d'Éric, et c'est un peu le même cheminement qu'on a eu à Médecins du Monde. Et de la même manière, donc nous sommes une ONG apartisane mais militante, et nous avons des valeurs très fortes, et des valeurs très fortes sur un système de santé solidaire et inclusif. Et on pense que la santé de chacun passe par la santé de tous. Donc clairement, le projet qui est proposé là du Rassemblement national ne correspond pas du tout à cela. Donc pareil, nos instances se sont réunies assez rapidement. Alors il s'avère qu'on venait d'élire notre nouveau président la veille de la dissolution, donc c'était assez on a dû mettre en place les choses très rapidement, mais voilà, nos instances sont réunies rapidement, ont pris position rapidement, et je pense que c'était important pour l'ensemble des acteurs de Médecins du Monde que l'on puisse se positionner clairement contre les idées d'extrême droite qui vont complètement à l'encontre des valeurs que l'on défend, et qui vont à l'encontre de l'intérêt des populations que l'on accompagne au quotidien, que ce soit en France, mais aussi à l'international, parce que les enjeux d'un gouvernement français qui serait d'extrême droite pour l'international sont aussi préoccupants. Donc pour nous, c'était très important, de la même manière, de pouvoir expliciter ce choix, de pouvoir peut-être rendre compte de la réalité de terrain que l'on rencontre au quotidien, et de ce que va impliquer. Alors la réalité, elle n'est pas du tout optimale pour les populations qui sont déjà précarisées, qui sont stigmatisées. Il y a plein d'enjeux. Notre système de santé doit être repensé, doit être amélioré.
mais on est persuadé que les positions de l'extrême droite ne vont pas aller du tout dans le bon sens et vont continuer à renforcer les divisions, les stigmatisations et l'exclusion d'un certain nombre de personnes du système de soins, et que ce sera défavorable pour l'ensemble de la population française in fine, puisque si l'on déstabilise le système de santé français, c'est l'ensemble de la population qui va en pâtir. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on a pris position rapidement, et qui nous a semblé important en tant qu'organisation de la société civile de pouvoir prendre parole dans ce débat public. Et d'ailleurs, je me souviens d'une réunion interassociative, donc avec d'autres collègues de différentes associations de lutte contre la précarité en France, le lundi suivant la dissolution, où tout le monde était sidéré, et en même temps tout le monde rapidement a décidé qu'il fallait rentrer dans le débat, pouvoir être présent et pouvoir exprimer la voix de la société civile. Ouais, génial. Et du coup, ces impacts, pour rentrer aussi directement dans quelque chose de concret, vous, au niveau de Médecins du Monde et de vos actions, mais surtout des populations que vous essayez d'aider, comment en France et à l'international, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait... quels impacts il pourrait avoir très concrets si demain il y a au moins un nombre de députés très important, voire une majorité, voire un gouvernement d'extrême droite? Un premier impact très concret, vous l'avez évoqué la semaine dernière, ce serait potentiellement la suppression de l'aide médicale d'État. Et la suppression de l'aide médicale d'État, ça veut dire que la plupart un grand nombre de personnes que l'on rencontre n'auraient plus accès au système de droit commun, concrètement. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner ces personnes vers le système de droit commun pour qu'elles puissent ouvrir des droits. Demain, ce sera plus possible, donc il faudra qu'on réinvente notre action aussi, pour voir comment ces personnes pourront avoir accès à la santé. Et puis, c'est déjà, on travaille, comme vous le savez ou pas, aux frontières franco-italiennes, dans le nord, sur la frontière franco-britannique, et nos équipes constatent déjà une augmentation des violences depuis ces 2 dernières semaines. Donc c'est aussi un enjeu majeur qu'on devra gérer. Oui, d'autant plus avec une frontière notamment franco-italienne, s'il y a de chaque côté un gouvernement d'extrême droite, ça ne facilitera pas les choses. Nicolas, vous, au niveau de l'association À Vos Soins, pour parler aussi du positionnement que vous avez pu avoir en tant qu'association par rapport à vos actions, et puis nous parler peut-être aussi de ce que vous mettez en place au niveau de l'association, et puis que tu puisses aussi nous dire de la même manière quels pourraient être les impacts, toi, au niveau de l'association par rapport notamment à ce que vous faites pour la prévention. Après Eric et Sandrine, nous à Vos Soins, on a une aura, en tout cas une dimension qui est beaucoup moindre. Alors on le fait à notre échelle. On a communiqué sur les réseaux, on a écrit des textes et on les a imprimés, déposés à la borne d'accueil de notre centre de santé, qu'on a laissé à disposition pour que les gens puissent y avoir accès. On les a mis aussi dans nos camions de prévention, où dans ces textes on expliquait entre autres sur la question de l'AME, ce qui était en fait illusoire, c'est-à-dire ne pas donner accès aux soins à une population pour une enveloppe financière en plus ridicule par rapport au budget de la santé, pouvait occasionner beaucoup plus de troubles, et que même si on restait cynique, était contre-productif, au-delà de l'humanité qu'est ce dispositif, qui est pas en plus totalement optimum, il faut le rappeler. Du coup, pour nous, c'était un moyen de le faire. En tout cas, on l'a fait avec les publics qui viennent dans notre centre de santé et qui viennent dans nos camions. On a communiqué sur les réseaux, on a essayé de porter une parole, et on a publié un deuxième texte qui était beaucoup plus sur la notion de... On n'est pas légitime pour dire à quelqu'un qui voter ou faire quoi que ce soit, mais en tout cas prendre conscience que ces valeurs-là sont pas celles de la société dans laquelle on a vécu pendant tant d'années, et qu'il fallait rester fort sur nos bases, comme on dit en rugby, et être solide. Après, sur ce qu'on fait nous, donc on a un centre de santé dans un quartier prioritaire qui est ouvert à tout le monde. Qui est ouvert aux habitants du quartier, mais pas que, qui est dans une approche universaliste, de tiers payants, de non-avance de frais, avec des médecins qui prennent du temps et qui, malgré donc médecins salariés, infirmières salariées, qui vont au domicile des patients, qui essayent de faire du soin qualitatif sans prendre en compte trop, en tout cas, la notion de rentabilité, puisque ils sont pas payés au nombre d'actes qu'ils réalisent.
réalisent, ils sont là pour le sens qu'ils donnent au quotidien pour les patients. Et puis on a 4 camions de prévention, c'est des gros camions de la médecine du travail qu'on achète et qu'on retape avec un chantier d'insertion, des personnes éloignées de l'emploi, des enfants qui participent au dessin que vous voyez sur les camions qui sont tous différents. Ouais. Et l'idée c'est d'aller à la rencontre des gens. Alors on a un camion à Saint-Nazaire qui était le premier, un autre sur la presqu'île de Crozon, le pays de Landerneau et les quartiers prioritaires de la ville de Brest. Un troisième qui est à Châteaubriand, donc une zone rurale du nord du département de la Loire-Atlantique. Redon-Aglo qui est une zone rurale mais au sud de l'île-et-Vilaine. Et puis on a 2 autres camions qui vont arriver en Vendée, en Morbihan. Et ces camions, en fait, permettent d'emmener un professionnel de santé au plus près possible des habitants, en bas des tours, sur une place de village, lors d'une distribution alimentaire, dans un centre de formation auprès des jeunes, dans un lycée, etc. Et l'idée pour nous, c'est de proposer aux habitants, aux jeunes, aux moins jeunes, de rencontrer un professionnel de santé, un dentiste, un ophtalmo, une infirmière, un médecin, un dermato, et de faire un dépistage, un check-up. Nous, on est parti du postulat qu'en fait, on faisait une action de soins, mais qu'il fallait qu'on engage un peu à la Mutualité française. Alors on n'est pas encore le numéro 3 de la prévention, mais de s'engager de manière massive sur la prévention, parce que l'enjeu du système de santé de demain, c'est la prévention. Il n'y aura pas assez de médecins pour les soins qui vont être nécessaires à faire pour les personnes qui vont malheureusement vieillir, et moi je vais en faire partie, etc. Il n'y aura pas assez de pros qui vont se déplacer au domicile, etc. Donc il faut améliorer le bien vieillir, il faut améliorer la prévention, il faut améliorer les capacités des gens à se prendre en charge et à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc il faut s'engager là-dedans le plus possible, et c'est un peu le but de nos camions Marsoin. Justement, sur la prévention, est-ce que vous voulez réagir, Sandrine et Eric, quand on sait aussi que cette question de la prévention fait partie du programme du Rassemblement national? C'est pas très exhaustif, mais c'est dit que donner plus de place à la prévention, notamment grâce aux visites médicales scolaires, qui redeviendront systématiques quand on sait qu'il n'y a plus de médecins et d'infirmiers scolaires. Oui, il y a qu'à Faucon, mais comme vous le dites, sans médecin scolaire, sans infirmière scolaire, c'est compliqué. Et donc la question, c'est comment on fait en sorte que ces métiers redeviennent attractifs. Moi, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Nicolas. Si on veut demain faire en sorte que la population se prenne bien en charge, bien ça sera par des approches de santé communautaire qu'on y arrivera. Ça va être en outillant le plus possible les femmes et les hommes de notre pays pour prévenir un certain nombre de risques, réduire les inégalités, parce que et justement sur cette question de santé communautaire, est-ce que tu peux spécifier, parce que c'est un terme qui est parfois mal compris et surtout de plus en plus mal compris. Surtout avec le terme communautaire dedans. Voilà. Oui, alors c'est pas du communautarisme, effectivement. C'est en approche populationnelle, c'est faire en sorte que à l'échelle d'un territoire, des gens comprennent mieux les sujets qui les concernent, puissent se fixer des priorités aussi sur lesquelles agir. Ça va être aussi le moyen de réduire un certain nombre d'inégalités, parce que aujourd'hui, dans les déterminants de santé qui nous concernent, il faut avoir en tête que les 2/3 des déterminants de santé ne dépendent pas du système de santé. Souvent, quand on parle de la santé, on se focalise sur l'hôpital, on se focalise sur le nombre de médecins, sur le nombre de paramédicaux. Tout ça est évidemment important, mais ça ne pèse que pour 22% des déterminants de santé. Les 2/3 des déterminants de santé, c'est l'environnement au sens large du terme, économique et social, écologique, etc. C'est le logement, c'est les conditions de travail, c'est le niveau d'études, c'est les infrastructures, c'est tout ça. Et puis, il y a 11%, c'est le capital génétique. Et donc, aujourd'hui, si on veut réduire demain les inégalités de santé, si on veut que l'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres dans notre pays, c'est 13 ans d'écart d'espérance de vie pour les hommes, 8 ans pour les femmes. Si on veut réduire cet écart d'espérance de vie, qui est quand même la première des inégalités absolument majeures, c'est en agissant de manière globale et systémique sur ces grandes politiques publiques. Sinon, on n'y arrivera pas. Et on ne pourra pas résoudre tous les impacts de ces déterminants de santé uniquement par le système de santé. Notre système de santé, il est trop curatif, on le sait. Il faut qu'on mette davantage de moyens sur la prévention. À l'école, c'est une évidence, mais aussi dans les territoires, aussi au travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4800 médecins du travail, il y en a plus de la moitié qui vont partir en retraite dans les 5 à 10 ans qui viennent.
si on ne forme pas rapidement de nouveaux médecins du travail, si on ne leur permet pas d'accéder à cette spécialité, et si on rend pas plus attractif cette spécialité, on n'y arrivera pas. Si on n'augmente pas le nombre d'infirmiers du travail, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut qu'on repense complètement ces sujets-là pour faire en sorte que la santé soit, permanente au travers de l'ensemble de ces grandes politiques. Sinon, ça sera de plus en plus difficile. On rentre dans une transition démographique, on y est déjà un peu, mais qui va s'accélérer avec le vieillissement de la population. Le nombre de personnes de plus de 75 ans va doubler d'ici à 2040. Le nombre de personnes dépendantes va augmenter de manière aussi très exponentielle. Si on n'organise pas les choses pour prévenir la perte d'autonomie, on sait que notre système de santé et de protection sociale aura du mal à y faire face. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont devant nous, et donc on a vraiment besoin, les uns avec les autres, de co-construire ces solutions à l'échelle territoriale en associant les populations concernées. C'est le meilleur moyen pour les outiller, et c'est aussi le meilleur moyen pour trouver les bonnes solutions à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un quartier, comme le font très bien Nicolas et ses équipes du côté de Saint-Nazaire. Est-ce que tu veux réagir, Sandrine ? Non, peut-être si je peux donner 2-3 exemples de prévention et politique d'extrême droite. Par exemple, et je m'inscris complètement dans cette question de déterminants de santé, un des enjeux de la santé des personnes, c'est l'environnement. Aujourd'hui, le Rassemblement national prône plus de pesticides dans les zones agricoles. Aujourd'hui, Médecins du Monde a un projet dans le vignoble bordelais avec les travailleurs précaires qui aujourd'hui font face à l'exposition aux pesticides de manière importante. Oui. Et on connaît toutes les problématiques de santé que peuvent avoir cette exposition aux pesticides, notamment quand il n'y a pas de protection adéquate pour cela. Donc l'augmentation de l'utilisation des pesticides sera un élément qui va à l'encontre de la prévention de la santé. Peut-être un autre enjeu que je pourrais évoquer par rapport notamment aux personnes qui sont usagères de drogue. Ce qui est prôné aujourd'hui, c'est une politique complètement répressive de lutte contre la drogue par la répression, mais aucunement un accompagnement des personnes qui sont usagères de drogue dans une démarche de réduction des risques pour les accompagner, prendre en charge leur santé et voir avec elles comment elles peuvent gérer leur addiction. Donc c'est 2 exemples, mais il y en a plein d'autres où je pense que la prévention n'est pas du tout au cœur du programme. Et sur ces sujets-là, est-ce que justement, peut-être au niveau international, puisque vous êtes sûrement aussi impliqué dans des pays qui ont des gouvernements d'extrême droite, est-ce que aussi vous avez pu voir des impacts, des changements aussi, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup au conditionnel, on parle beaucoup et heureusement, on espère que ça restera conditionnel, mais malheureusement, on voit que ça vient de plus en plus réel, et c'est déjà réel pour beaucoup de citoyennes, citoyennes dans d'autres pays, et même dans certaines villes en France. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des exemples à nous partager ? Et juste parce qu'on a quand même dans le chat une référence à la hache, et justement sur la question du handicap, qu'il est vrai que c'est souvent aussi cette question qui peut être attaquée par des gouvernements d'extrême droite. Donc oui, l'allocation pour les personnes handicapées. Alors je suis pas la mieux placée pour répondre sur la question de la hache parce qu'on n'a pas forcément de projet spécifique sur ces publics en situation de handicap, même si on peut en recevoir évidemment dans nos centres, mais malheureusement ils sont pas bénéficiaires de la hache pour la plupart. Sur peut-être 2 exemples, un en France et un en Italie, sur les questions de déterminants de santé. Par exemple, alors ça c'est une réalité, le RN a voté en faveur de la loi Kasbarian qui rend de plus en plus difficile l'accès à un logement digne pour les personnes les plus précaires. Donc ça c'est un exemple concret qui existe en France. Et on a effectivement des collègues qui sont présents en Italie. Donc en Italie, vous savez, gouverné par le gouvernement Meloni, et ce que les collègues peuvent être témoins aujourd'hui, c'est un recul notamment sur l'accès au droit à décider, à disposer de son corps des femmes, avec des contraintes qui sont mises en place sur les questions de l'accès à l'avortement notamment, de plus en plus de facilité pour les mouvements anti-choix d'être présents et de mettre des barrières à l'accès à l'avortement pour les femmes. Oui, de venir jusqu'au centre pour aller manifester devant. Voilà, ce qu'on
ce qu'on pouvait voir et voir notamment aux États-Unis et se dire voilà, c'est quelque chose d'inhumain qui n'arrivera jamais en Europe, qui n'arrivera jamais en France. On y est quand même potentiellement très proche, quoi. Et par exemple, il était prévu dans le cadre du G7 d'avoir une résolution sur la question de l'avortement, et le gouvernement Meloni l'a fait sortir de la résolution du G7 qui s'est passée très récemment. On l'a vu en Pologne, quand le PiS était au pouvoir aussi, à quel point, notamment sur l'égalité femmes-hommes, ça pouvait reculer de façon très rapide, très méthodique, à la fois en termes de droits, mais aussi en termes de financement. Parce que quand ils n'arrivent pas à attaquer les droits, eh bien, ils attaquent les financements des établissements ou des associations. Oui. Ça peut être aussi une autre manière de contraindre pour faire appliquer les politiques illibérales qu'ils souhaitent défendre. Et justement, sur cette question, ça va dans le sens de la question du financement. Une des mesures phares du Rassemblement national, c'est la suppression des agences régionales de santé qui, bon, ont tous été critiquées par les professionnels de santé, mais qui ont quand même montré leur utilité, notamment pendant le Covid. Bon, après quelques mois pour trouver un bon équilibre, mais elles sont utiles. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, qu'est-ce que vous voulez dire justement sur cette suppression des ARS? Et on voit juste à l'écran, vous allez pouvoir voir aussi le positionnement de France Asso Santé, qui a publié aujourd'hui justement un article par rapport à la suppression des ARS, en disant que l'organisation de notre système de santé était en danger, et du coup que c'était vraiment l'une des mesures notamment qui était vraiment dangereuse pour notre système. C'est certainement pas en supprimant les ARS qu'on va rapprocher l'organisation du système de santé et les citoyens, les citoyennes. Qu'on aura une approche plus territorialisée. Tout n'est pas parfait dans les ARS, il y a des améliorations à faire, mais c'est certainement pas en recentralisant tout rue de Ségur au ministère de la Santé ou qu'on va arriver à mieux organiser l'articulation entre l'État, les collectivités territoriales, être dans des approches qui vont aller des soins de ville jusqu'à l'hôpital, où on pourra mieux articuler le sanitaire, le médico-social. Or, c'est de ça dont on a besoin. Les ARS, qui plus est, se sont améliorés au fil de l'eau, notamment en développant, et je comprends tout à fait la position de France Asso Santé, de son président Gérard Raymond, en termes d'outils, de cadres de démocratie en santé. Il y a quand même eu énormément d'améliorations, d'avancées. Tout n'est pas parfait, il y a encore probablement bien des choses à faire bouger, mais c'est certainement pas en les supprimant qu'on va régler le problème. Quand dans le programme du Rassemblement national, on voit qu'on va bloquer, cantonner le nombre de personnels dans les hôpitaux qui seront affectés à l'administratif à 10%, c'est très bien sur le papier. Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Parce que si les tâches et les fonctionnements administratifs ne sont plus faits par ces professionnels-là, ça veut dire que c'est des soignants, c'est des médecins qui vont devoir reprendre une partie de cette charge-là. Or, je pense qu'on a au contraire besoin de dégager du temps médical, du temps soignant au lit des patients pour la prise en charge. Donc, quelquefois, il y a des fausses bonnes idées qui peuvent avoir des effets absolument délétères dans l'organisation du système de santé. Et pour qui a un peu travaillé dans un établissement hospitalier, et imaginer qu'on va pouvoir ramener le taux de personnel administratif à 10%, c'est juste totalement irréaliste. Enfin, administratif et non soignant à moins de 10%, c'est totalement irréaliste. Et on voit effectivement l'une des contradictions qui allait avec de l'autre côté le fait de dire que on veut redonner du temps aux soignants. Effectivement là, on voit bien ce qui peut se passer dans ce contexte. On voulait aussi justement parler. Si je peux rebondir bien sûr, vas-y Nicolas. Sur les ARS. En fait, on a une organisation qui, du coup, comme le disait Eric, est de dimension régionale, mais à l'intérieur a des dimensions départementales. Donc avec des agents que moi, en tant qu'acteur locaux, je connais, etc. Et en fait, on a une proximité. Et ces agents, ils vont à la rencontre d'autres structures, ils vont mobiliser d'autres acteurs, ils vont faire du lien avec l'hôpital et la ville, ils vont faire du lien entre les assos, ils vont créer des temps, ils vont nous aider, nous accompagner dans les demandes d'aide, financement, etc. Alors, c'est sûrement pas
optimum, mais ça, en tout cas pour nous, ça a été un vrai soutien et une vraie aide. Demain, le ramener sous l'étiquette du ministère de l'Intérieur, je pense qu'on n'a pas du tout la même lecture des publics, des enjeux, etc. Et factuellement, pour nous, acteurs, petit assaut de 10 ans avec 33 salariés, qui a 4 camions, voire bientôt 5-6, et un centre de santé, je pense que sous un gouvernement RN, on n'aura pas du tout la même écoute et la même bienveillance vis-à-vis des publics qu'on touche et vis-à-vis de la prévention qu'on met en place, etc. Et c'est 25% du budget, et c'est quand même un impact considérable. On fait quasi 5000 dépistages ou 4000 dépistages par an. Quand j'entends ou quand je lis le programme du RN qui a comme pour seule approche l'infirmière scolaire, effectivement il en manque, il n'y en a pas, voire des médecins il n'y en a pas du tout, ça n'existe plus. Nous on intervient dans les lycées, il y en a besoin, il y a besoin de plus d'une infirmière scolaire pour un bâtiment, ça c'est une certitude. Ici c'est que ça, alors qu'il y a énormément de choses qui se passent ailleurs, c'est pauvre. C'est pas au niveau de notre société. C'est assez amateur en fait. Et puis avec un gouvernement d'extrême droite, comme on a pu le voir par le passé, comme on peut le voir dans les autres pays européens où l'extrême droite est au pouvoir, il y a aussi des suppressions d'aides qui sont faites aux associations. Donc ça c'est aussi un des grands risques. Et justement, sur cette question des associations, on a un peu parlé de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça serait intéressant qu'on revienne là-dessus, parce que je pense que l'économie sociale et solidaire, en complément de toutes les administrations, va permettre justement d'avoir cette question du soin qui peut vraiment toucher tout le monde et faire en sorte que le citoyen peut vraiment s'intéresser aux soins et être acteur aussi de sa santé. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Ouais, je continue. L'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, là où en fait l'individu, le salarié, la société civile a du poids dans l'organisation, en fait elle est beaucoup plus en lien avec son territoire. C'est plus long parfois parce qu'il y a plus de débats, il y a plus d'engagement, mais il y a du militantisme et en fait c'est nécessaire dans une société. On a besoin d'entrepreneurs qui avancent seuls de manière individuelle ou collective, en mode start-up, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut cette économie sociale et solidaire qui soit militante, engageante, qui porte des projets de solidarité, qui s'occupe des gens mis sur le côté, sur la route, qui réfléchit à boucher les trous de la raquette, en fait. Si nous, on est intervenu à Châteaubriand, territoire de 70 000 habitants, où on a un taux de surmortalité de 80% au-dessus de la moyenne nationale, en fait, c'est parce que la société, on va dire, plus lucrative n'y répond pas. C'est notre enjeu à nous, asso, d'essayer d'équilibrer, d'apporter de l'équité dans les services. Quand vous arrivez dans un territoire à Redon où pour accéder à un dentiste, il faut faire 1 heure et demie de route, et encore ça, c'est quand on est mobile, et quand on a la chance d'avoir trouvé, ça engrange de la frustration, du dépit, et potentiellement un peu de haine vis-à-vis du système. Et du coup, déplacer un camion avec une dentiste dans un désert médical pour proposer des dépistages et éventuellement trouver une solution avec la sécurité sociale, la CEPAM, pour cette personne-là, c'est un apport d'équité, d'égalité. Là où en fait notre devise elle était claire, c'était liberté, égalité, fraternité. On essaye de boucher les trous. Je pense que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, elle a ce poids-là. Et en fait, elle est beaucoup plus présente qu'on l'imagine. Oui, c'est ça aussi. Là, c'est plutôt de l'ordre de vous de témoigner, mais je crois qu'il y a énormément de structures, ONG, assos, coopératives qui existent. On ne l'entend pas trop parler, on ne la met pas non plus beaucoup en avant. Nous, asso, on nous prend souvent comme c'est une asso. C'est pas très pro, ça va être bricolé. Tu vois, c'est le concept. Non, on a 33 salariés, on est parti à 10 ans, on a besoin d'aller chercher des sous dans le secteur privé comme dans le secteur public. On fait du soin, on gère 3000 patients au centre, on gère 300 bénévoles dans des aires médicaux. On est une grosse structure au final. Pour nous, on est une grosse structure. Ouais, au niveau du territoire. Et c'est vrai que dans le même sens, au niveau des mutuelles, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, on ne sait pas pour beaucoup avant qu'on s'y intéresse la différence avec les mutuelles, les assurances, et du coup souvent on met d'ailleurs tout ça, la sécurité sociale, on met tout ça un peu dans le même panier, plutôt avec une vision positive ou négative selon les personnes et selon leur expérience. Mais globalement, on va dire que souvent on dit il y a la sécurité sociale qui finalement appartient et qui est
financés par tous et toutes, et puis de l'autre côté les grands méchants privés qui complètent le financement de la sécurité sociale. Et du coup, de la même manière, pour vous, au niveau de l'économie sociale et solidaire, quel est déjà votre impact, mais aussi comment vous pourriez être impacté par le Rassemblement national et plus largement par ces politiques d'extrême droite? Nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce que les mutuelles, comme les associations, les coopératives, les fondations, on en fait partie, ainsi que les entreprises sociales, on porte des activités d'assurance, on porte des activités d'offre de soins, de prévention. Pour le champ de la mutualité française, juste pour vous représenter, c'est quasiment 100 000 emplois. Donc c'est extrêmement important, dont les plus des 2/3 dans les établissements et services de soins et d'accompagnement mutualiste. Donc c'est quelque chose de très important qui maille les territoires. Moi je rejoins complètement Nicolas dans ce qu'il disait. L'innovation que portent les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ça peut être de l'innovation technique, scientifique de temps en temps, mais c'est essentiellement de l'innovation sociale. C'est parce que à un moment donné, à un territoire, il y a une initiative, parce qu'il y a un besoin qui est pas couvert, et à un moment donné, on va essayer de réfléchir, souvent avec d'autres, pour voir comment on peut y apporter une réponse, comment on peut construire quelque chose. Voilà, par exemple, à Cahors, l'année dernière, besoin sur un territoire, besoin en dentaire, ils ouvrent un cabinet dentaire et ça permet à des milliers de personnes de trouver une réponse. Il a même fallu qu'on fasse venir la gendarmerie dans les premiers jours. Non mais je déconne pas. Il a fallu qu'on fasse venir la gendarmerie parce que il y avait des gens qui attendaient des soins dentaires depuis 3 ans. Oui, c'est sûr. Et donc à un moment donné, vu que les 2 fauteuils dentaires qui étaient installés pouvaient pas faire face à un tel afflux aussi vite, forcément très vite les rendez-vous ont été échelonnés dans le temps et c'est vraiment compliqué. Sur un autre territoire, j'ai en tête dans les Ardennes, avec une municipalité, des mutualistes, des professionnels de santé, on s'est organisé pour que des médecins de Reims viennent faire des vacations et apporter une réponse, alors qui est peut-être pas suffisante, qui est peut-être pas idéale, mais qui a permis, grâce à ça, à ce que des gens aient pas besoin de faire plus de 100 km pour pouvoir trouver de l'accès aux soins. Ça, je pense qu'il n'y a que l'économie sociale et solidaire qui est en capacité aujourd'hui de construire ces réponses maillées sur le terrain avec des acteurs publics. Pourquoi ? Parce que nous, notre seul objectif, c'est d'être à l'équilibre à la fin de l'année. On n'a pas besoin de gagner d'argent. On a juste besoin d'être équilibré. On n'a pas d'actionnaires en mutualité. Les mutuelles, elles appartiennent à leurs adhérents. Par contre, il faut qu'on soit à l'équilibre. On peut pas être en déficit, mais c'est ça notre seul objectif, c'est de trouver des réponses, construire des réponses avec les acteurs et essayer d'être le plus efficace possible pour répondre aux enjeux. Ouais. Je voulais juste, par contre, rebondir sur une question, en tout cas, qu'on avait posée aussi, en tout cas, qui était venue la dernière fois pour la première émission, et où on se projetait dans le fait de se dire, bon, ça n'arrivera pas, mais là, on le voit avec les résultats aussi, qu'il y a de plus en plus de chances que ça arrive. Ça pose aussi la question, en tant que fédération, par rapport aux mutuelles, et en tant qu'acteur indépendant, mais faisant partie de l'économie sociale et solidaire, ça pose aussi la question de la désobéissance, si demain, il y a justement des politiques qui ne vont pas, en tout cas qui ne peuvent pas répondre véritablement aux besoins sur le terrain, ou en tout cas le fait d'être de plus en plus indépendant aussi des pouvoirs publics. Comment vous, en tant que fédération, en tout cas j'imagine que c'est des questions pour l'instant qui ne sont pas bien sûr tranchées, mais c'est sûrement des réflexions que vous avez eues par le passé et qui pourraient aussi arriver à l'avenir. Et ce sera intéressant du coup d'avoir la réponse de Sandrine qui représente quand même une organisation. On va continuer de se battre jusqu'à dimanche et essayer d'éviter le pire quoi qu'il arrive. Mais honnêtement, pour m'être occupé de près pendant des années d'établissements de santé,
Moi, j'imagine pas des médecins, j'imagine pas des soignants accepter de faire le tri dans leur file active. Donc, je pense que de toute façon, la résistance citoyenne des personnels du soin sera telle que beaucoup d'éléments qui relèvent de la préférence nationale, qui sont des mécaniques de discrimination, ne seront pas applicables parce que simplement c'est tellement contraire aux valeurs du système de santé, au serment d'Hippocrate. Une suppression de ce qui était l'aide médicale d'État en 2012 et qui empêchait l'accès à la médecine de ville. En 3 ans, ça a créé une surmortalité de 22% des populations sans papier. Et suite à cela, en 2018, l'Espagne est revenue sur cette mesure-là et a mis en place une couverture santé universelle. C'est ça concrètement ce que ça veut dire de faire le tri des patients. Et donc, pour nous, en tout cas, c'est impensable et on fera tout ce qui est de notre possible pour pouvoir résister à cela, que ce soit dans nos projets, que ce soit en lien avec nos partenaires et voilà, que ce soit avec les personnes que l'on accompagne, on essaiera de trouver des solutions. Je crois qu'on peut encore signer cet appel de soignants. Tout à fait, il est ouvert à signature. Retrouvable sur le site de Médecins du Monde. Oui. Nicolas, tu voulais réagir aussi par rapport à ce sujet? En fait, je crois que nous, à notre échelle, on fera tout pour trouver une solution et si on doit soigner des gens qui doivent être à l'AME mais qui au final n'ont plus d'AME, on trouvera une solution. On a déjà discuté avec quelques pros de santé de chez nous qui ont eu des idées. Moi, ce qui m'interpelle, c'est aussi la recherche de sens des soignants, je pense. Quand on a lancé notre asso, au début, on était un peu un ovni sur Saint-Nazaire et sur le territoire. Au départ avec le centre de santé, puis après avec des camions colorés, avec des dessins. Je pense que vous le restez un peu, non? Ouais, un petit peu. Comment vous faites pour trouver des pros de santé dans les quartiers ou dans les territoires ruraux, là où il y a des déserts, en fait, là où on n'arrive pas d'installer de médecins? Vous arrivez quand même à trouver à chaque fois une trentaine, une quarantaine de médecins, de spécialistes, de paramèdes qui interviennent. Et donc, c'est vraiment la notion de sens, en fait, dans nos actions qui les motive, je crois. Et en tout cas, de ce qu'on comprend. Le fait de retrouver du lien direct avec des gens, sans carte vitale, sans prescription, de faire une discussion, un check-up, etc. Et ça c'est je pense, un élément qui doit nous questionner aussi sur le modèle, quand la question est comment reconstruire le système de santé plus solidaire, etc. Sur comment on doit le reconstruire. Et il y a cette notion de sens, de rémunération à l'acte, de prévention, d'engagement. En fait, il faut aussi prendre en considération la mesure que c'est pour les gens de vivre dans un territoire ou dans un quartier où il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de service public, l'école elle a fermé, la poste a fermé, il y a une problématique de mobilité. En fait, il y a quand même 9 millions de personnes qui sont en situation d'électronisme. 9 millions. Ouais. Donc éloignement au numérique. Éloignement et puis aussi la capacité à l'utiliser. La capacité à l'utiliser. La nécicité tout passe par le numérique. Vous faites votre carte grise, vous faites vos démarches de santé sécu. Il faut aller sur Amélie, il faut aller sur le site pour j'ai perdu mon espace santé. Mon espace santé. Qu'on embrasse, on embrasse toute l'équipe qu'on connaît. Non, mais tout passe par le numérique et on a quand même une partie de la population qui est très éloignée de tout ça. Et donc, quel est le sentiment, quand Eric en parlait tout à l'heure, de déclassement? C'est ça, en fait, c'est l'éloignement. Il y a le sens pour les professionnels de santé, mais il y a aussi l'éloignement. Il y a 7 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant dans les territoires. Waouh! En fait, quelle est la proposition des partis? Quel est l'engagement qu'ils mettent sur la table pour pouvoir re-questionner les équilibres territoriaux? Quand on rencontre des gens qu'on propose des consultations de prévention, ils nous disent mais en fait, on peut pas se faire soigner, c'est pas possible. Non, article 74 du Code de la santé publique, la médecine foraine est interdite, sauf sous cas de dérogation. Enfin voilà, je pense qu'il y a cette notion de sens et cette notion de territoire. Eric, je te voyais approcher le micro. Oui, non, c'est en écoutant Nicolas quand il pose les jalons de comment on reconstruit un système de santé
plus inclusif, plus accessible, plus solidaire. C'est aussi réfléchir à la question. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'un centre de santé qu'on avait co-construit avec une municipalité, mais j'ai juste oublié de dire qu'à un moment donné, malheureusement, il y a un des médecins par exemple qui a dû arrêter. Pourquoi ? Parce que de manière complètement stupide, le Conseil de l'ordre lui demandait de faire une deuxième permanence de soins, alors qu'il faisait déjà sa permanence de soins à Reims. On lui demandait de refaire une permanence de soins dans les Ardennes. Et à un moment donné, c'est aussi comment on lève ce type de sottises qui viennent freiner de l'initiative et de l'engagement de professionnels de santé qui sont utiles pour l'intérêt général, qui répondent à des besoins de population et qu'on vient emmerder avec ce type de choses. Et c'est là aussi où, à un moment donné, il va falloir qu'on ait le courage de dire, à un moment donné, tout ce qui va dans l'intérêt général, on le simplifie, on le facilite. C'est comment aussi on dépasse certains corporatismes, comment on renforce les compétences partagées entre médecins et paramédicaux, comment on développe des accès pluriels dans le système de santé, avec évidemment des médecins, mais aussi des pharmaciens, des infirmiers, des psychos, des kinés, etc. C'est-à-dire comment on passe à des équipes de soins traitants. Si on ne va pas vers ça, on continuera de faire une fausse promesse. On n'aura pas une organisation du système de santé avec le médecin de famille comme on le connaissait il y a 40 ou 50 ans. Ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'on repense autrement l'accès aux soins, qu'on s'appuie davantage sur les paramédicaux. C'est absolument indispensable. Ça fait des années que j'entends qu'il faut déshospitaliser le système, qu'il faut le démédicaliser, mais maintenant il faut vraiment le faire. Oui, et puis on voit que finalement, on le sait très bien nous, mais aussi pour les personnes qui nous regardent, le système de santé est extrêmement complexe. Oui. Et c'est pas avec 4-5 bullet points qu'on va essayer de modifier. Donc en fait, c'est aussi tous les soignants, les soignantes qui nous regardent, qui continuent d'hésiter, qui continuent de se poser des questions, de dire aussi que en fait, c'est quand même se lancer dans un inconnu qui effectivement, comme on l'a dit depuis le début, respecte pas obligatoirement les valeurs qui sont celles des valeurs du soin, qui sont celles des valeurs des soignants et des soignantes, qui sont celles aussi de notre code d'ontologie en tant que professionnel qu'on est censé respecter, et des impacts qui existent, qui existent, qui pourraient encore s'agrandir. Tu parlais, Eric, aussi de l'impact que ça peut avoir sur les professionnels et déjà de certaines sottises comme tu les as nommées. Et une personne dans le chat disait aussi que par exemple la suppression des ARS et le pouvoir donné au préfet, c'est déjà aujourd'hui le pouvoir au préfet en psychiatrie. On voit l'impact que ça peut avoir pour des décisions sur des prises en charge, notamment des sorties de patients quand c'est des patients qui sont hospitalisés sous contrainte. Et quelquefois ça peut prendre beaucoup de temps parce que les préfets n'ont pas obligatoirement en interne les compétences pour pouvoir aussi le faire rapidement, etc. Donc de rajouter aussi encore des compétences au préfet, ça peut avoir clairement des impacts significatifs. Non, mais tout ça, ça amène à poser la question, quelle vision du soin on a envie de construire. Est-ce que c'est une vision sécuritaire ? C'est ça. Ou est-ce que c'est une vision solidaire, et qu'est-ce qu'on veut mettre en fait dans cette question de solidarité ? Et même moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Sandrine tout à l'heure, qui peut être un sujet un peu touchy, mais le sujet des addictions et notamment des drogues illicites. Soit on a une approche de santé publique et on accompagne les patients, on les soigne, on les aide, etc. Soit on est dans une approche purement sécuritaire. Tu prenais l'exemple à l'instant de l'évolution sur le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Ouais. On a vu l'impact en 2011 de l'inflexion ultra sécuritaire en santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu malheureusement un drame dans un hôpital psychiatrique à Pau, évidemment dramatique. Mais c'est pas parce que il y a un drame à un endroit qu'il faut inverser la logique des prises en charge. Et c'est là où je pense qu'on a besoin de davantage de débats, d'explications avec la population, et qu'on arrête aussi d'avoir des réactions purement émotionnelles. Il faut remettre de la rationalité dans le soin. Et ça, c'est des sujets qu'on n'a pas voulu poser depuis de trop nombreuses années. À un moment donné, des faits divers, ça arrive dans toute société, et c'est pas parce que on va évoluer vers une approche sécuritaire qu'on les évitera.
Oui, c'est les faits divers qu'on voit aussi sur toutes les chaînes d'information continue, et quand on voit effectivement les statistiques et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte qu'au-delà de ce qui passe en continu sur les écrans de beaucoup malheureusement de Français et de Françaises, la réalité elle est que ces faits divers sont quand même, comme on l'a dit, autres, et que finalement il n'y en a pas tant que ça non plus sur le territoire, malgré ce qui peut être dit. Peut-être je voulais, par rapport à cette histoire de maillage territorial, c'est un vrai enjeu, et c'est tout l'intérêt et la complémentarité des associations comme les nôtres, et c'est en comprenant les territoires, en essayant de comprendre les enjeux, les déterminants de santé, les différents acteurs en présence, en complémentarité du droit commun, qu'on pourra construire un système de santé solidaire. Et c'est effectivement pas avec des logiques répressives ou des logiques sécuritaires et court-termistes que ça fonctionnera. Par exemple, Médecins du Monde, c'est aussi 2000 bénévoles en France. Donc c'est aussi un nombre de personnes engagées qui sont présents sur leur territoire et qui essayent de faire changer les choses au quotidien. Mais on est notamment présent en Haute-Vallée de l'Aude, qui est un territoire rural, un désert médical comme on les appelle en ce moment. On est présent depuis 2016. 26% de la population est sous le seuil de pauvreté. Il y a des enjeux d'accès aux soins qui sont énormes. Et le travail qu'a fait Médecins du Monde, c'est un travail que nous on appelle de médiation en santé. Donc c'est vraiment d'essayer de comprendre les enjeux de territoire, quels sont les déterminants qui font que les populations n'ont pas accès au système de soins, aux professionnels de santé, notamment aux spécialistes par exemple. Un des enjeux que la population nous a posé, c'est la question du transport. Tout ça pour dire que ce sont des enjeux complexes et que c'est pas avec des 4 bullet points comme tu le disais, ou des solutions court-termistes ou sécuritaires ou de courte visée qu'on arrivera à résoudre les enjeux de la santé publique des citoyens et citoyennes de France. C'est vraiment avec une compréhension fine. On parlait des ARS tout à l'heure. C'est avec des acteurs territoriaux qu'on pourra faire évoluer les choses, et une vision collective de solidarité et de santé humaniste. Oui, Nicolas, avant qu'on passe, on voulait aussi faire un peu de fact-checking pour quelques chiffres qui peuvent être en tout cas avancés, ou qui peuvent être très importants à comprendre. Du coup, on vous parlera de ça juste après. Mais Nicolas, en réaction à tout ça? Ouais, moi je crois aussi qu'il faut, dans cette période trouble et grise, avant qu'elle soit potentiellement noire, mais une période clairvoyante d'un certain aspect aussi. Mais du coup, justement, il faut donner de l'espoir et montrer à ceux qui nous écoutent et aux gens en règle générale, en discuter, expliquer qu'il y a des choses qui existent. Autour des grandes métropoles, il y a des bidonvilles. Il y a des bidonvilles avec des enfants, mais il y a des assos qui s'en occupent. Demain, ça, c'est potentiellement remis en cause. Il y a des acteurs qui, comme Martial Jardel, que vous avez déjà rencontré, a installé des médecins dans le centre de la France via un système hyper simple. Vous êtes médecin, vous avez une semaine dans l'année, venez, on ouvre un centre de santé et vous tournez, il m'en faut 52 et ça marche. Et toute l'année, le centre, il est ouvert et c'est un désert médical. Tout simple. Il a trouvé, je sais plus, il doit être à 600 médecins aujourd'hui. Il va 4 centres de santé. 4 centres de santé. Il y a Sylvain, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait le Tour de France, il a expliqué qu'il y avait beaucoup d'exercices en local qui fonctionnent, etc. En fait, moi, quand on arrive avec un camion dans un territoire, Pontivy par exemple, je rencontre les maires autour d'un bureau communautaire. Non mais comment vous allez faire pour trouver des pros de santé? Alors là, on est rendu au 5e, donc l'argumentaire il est plus facile. On a un peu de background, mais les premières fois, quand il faut leur expliquer que non, mais je suis sûr qu'on va en trouver. On n'avait aucune certitude. Mais au final, on trouve des médecins qui sont à la retraite, des infirmières qui sont à la retraite, mais on trouve aussi des dentistes qui sont en exercice et qui ont des dentistes. Des dentistes qui sont en exercice, des jeunes qui ont envie de donner une fois par mois 2 heures, 3 heures dans un camion pour aller rencontrer des gens qui ne voient pas d'habitude dans leur cabinet pour faire de la prévention parce que c'est un sujet qui les porte. Mais on trouve des dermatos, on trouve des cardios, on trouve des rhumatologues, on trouve des sages-femmes. On a des sages-femmes qui venaient de Orvaux pour aller à Saint-Nazaire. Elles faisaient 70 km par chaque action, aller-retour. Non. 140 et elle voulait pas se faire rembourser les kilomètres juste pour le fait d'être dans le camion et de participer à ce projet-là, etc. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie de donner. Il y a énormément de gens qui ont envie de participer. Nous sommes une société, je pense, qui est solidaire à la base. En fait, faut arrêter. On n'est pas une société raciste, xénophobe. Je pense qu'il y a quelque chose de différent qui joue et il faut justement surfer sur cette notion de solidarité. On voit toutes les assos qui existent en France. Elle marche pas sans bénévoles. Elle marche pas sans les gens. Et ceux qui sont
dans ces associations, ils aiment aller à la rencontre, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se confronter avec des avis différents, c'est proposer des solutions, c'est s'engager. Et du coup, nous, quand on va dans les territoires, ça nous arrive de rencontrer des gens qui n'ont pas les avis politiques qu'on peut avoir. Mais on leur explique. On fait de la médiation, on explique. C'est ce travail de terrain, en fait, qui est important. Et ils changent d'avis après ou Je ne suis pas dans les yeux avec eux. Mais en tout cas, je me battrai pour leur expliquer qu'en fait, c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de un tel ou de tel et tel courant ou option ou je sais quoi, qu'ils ont pas de médecin, ou que la passe a fermé, ou que leur situation personnelle est aggravée depuis quelques années. En fait, c'est beaucoup plus complexe, ça a été expliqué juste avant. Il y a des déterminants de santé, il y a des déterminants sociaux, il y a des éléments structurels autour d'eux, et c'est pas la faute de Mohamed, Karim ou je ne sais qui, en fait. Et justement, sur cette faute, je pense que ça fait le lien. Et puis, Eric, je pense que tu pourras bien réagir aussi pour compléter ça. Vous voyez, du coup, afficher 2 chiffres. Du coup, c'est notamment des chiffres qu'on a relevés au travers de ce que l'Institut Jean Jaurès a pu faire comme analyse du programme santé du Rassemblement national sur la fraude à l'aide médicale d'État, qui n'est pas plus élevée en pourcentage que la fraude au régime général et qui est même marginale. Et donc, vous voyez ici 2 chiffres pour essayer de repositionner un peu les bases. 21% du montant total des fraudes qui viennent du côté des assurés, donc du côté des patients, des patientes, voilà, de tous les citoyens. Et de l'autre côté, 68% qui sont le fait d'offreurs de services et de soins. En disant ça, l'objectif, c'est pas de dire contrôlons encore plus les professionnels, puisque c'est aussi difficile de leur côté, mais plutôt aussi de dire que du côté notamment de certains centres, et on pense notamment aux centres de santé privés à but lucratif, à certains groupes de centres dentaires ou groupes de centres ophtalmo, qui pour certains d'ailleurs ont déjà été sanctionnés par l'assurance maladie, qui a d'ailleurs tout un groupe de centres avec 13 centres situés dans 10 départements où l'assurance maladie les a déconventionnés, donc a retiré leur convention pour qu'ils ne fassent plus de soins pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons de fraude. Et donc de rappeler la réalité de cette situation, les vrais chiffres, pour dire aussi que le Rassemblement national, qui par exemple souhaite créer un ministère dédié exclusivement à la lutte contre la fraude, mais de le cibler que sur les assurés, donc toujours, comme tu le disais Nicolas, de montrer du doigt les assurés, c'est finalement de passer à côté de la vraie réalité de la situation, de passer à côté de là où il faudrait faire plus peut-être de contrôle, ou en tout cas de passer à côté de la situation de fait qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Oui, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la fraude, il faut évidemment lutter contre la fraude, contre tous les types de fraude. Tu rappelais la fraude assurés sociaux, la fraude professionnelle de santé, mais il faut toujours avoir en tête que la première des fraudes aujourd'hui qui vient pénaliser les financements du système de protection sociale, c'est la fraude aux cotisations sociales. Ça représente 80% de la fraude. Celle des professionnels de santé, c'est grosso modo 15-17%, et celle des assurés sociaux, c'est 3%. Sur la totalité. Donc il faut vraiment resituer. Mais aucune des fraudes, quelle qu'elle soit, n'est acceptable dans un système socialisé, mutualisé comme le nôtre, qui repose sur la confiance. Il faut que tout le monde soit rigoureux, exigeant, c'est normal. Mais juste, je vais prendre une mesure, parce que c'est la mesure tarte à la crème qu'on nous ressort assez régulièrement, de manière un peu populiste et je trouve catastrophique, qui est de vouloir passer à des cartes vitales biométriques, etc. Coût de déploiement 1 milliard. Voilà. Je rappelle que juste l'année dernière, la récupération des fraudes de l'assurance maladie, c'est 460 millions. Oui, voilà. Donc, il faut juste se rendre compte de temps en temps qu'on veut quelquefois écraser une mouche avec une masse de 100 kilos. Il y a actuellement, on travaille avec l'assurance maladie, les complémentaires santé, au développement de la carte vitale sur smartphone. C'est déjà dans les tuyaux. Le déploiement, ça sera de l'ordre de 60 millions d'euros. Et on aura tous les éléments qui éviteront justement, et c'est même plus fiable que la carte biométrique, c'est reconnu. Voilà. Donc de temps en temps, là aussi, sortons des postures
essayons d'être pragmatiques avec les acteurs professionnels de santé, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les infirmiers, que ce soit les kinés, que ce soit les médecins, quels qu'ils soient, et qui interagissent et qui savent exactement comment les choses se passent. Merci beaucoup pour ce complément et on voulait terminer puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes pour respecter aussi le temps qu'on s'était donné et qu'on vous avait annoncé. On voulait aussi vous afficher quelques visuels de Médecins du Monde et du coup de proposer aussi à Sandrine de nous parler donc de ces visuels, d'ailleurs peut-être aussi de comment vous avez pu les construire, quelle a été la réflexion de votre côté, et donc ce premier sur notamment le fait que le Rassemblement national est dangereux pour la santé de tous, avec aussi bien en tout cas des propositions qui sont faites au travers de paroles ou d'écrits du Rassemblement national. Et puis moi je rajouterais, parce que c'est bien encore une fois de critiquer le RN, mais qu'est-ce que nous on peut proposer en face de ces propositions? Merci. Je pense que sur ce premier visuel, clairement, c'est ce qu'on vient de discuter depuis une heure sur la casse des services publics de santé, le tri des patients avec la suppression de l'AME, le fait de stigmatiser les personnes et de les éloigner du soin plutôt que de soigner l'ensemble de la population pour finalement une santé publique de toutes et tous. Et puis la fin des ARS, on l'a déjà évoqué. Donc on l'a vraiment construit à partir de nos constats, mais surtout à partir des éléments concrets de votes qui ont pu avoir lieu déjà à l'Assemblée nationale ou dans le cadre de l'Union européenne ou autres, ou des paroles qui ont pu être faites. Là, c'est la question du droit des femmes. On voit peut-être deux questions un peu majeures. La question des femmes est quasiment absente du programme du Rassemblement national, sauf pour une question de natalité. Donc voilà. Le droit de chacun et chacune à choisir du nombre de ses enfants n'apparaît pas tellement. Finalement, c'est un droit de tous, et je pense que pour pouvoir faire des enfants, il faut aussi avoir confiance en la vie, peut-être. Mais bon, ça c'est très personnel. Mais en tout cas, il y a des propos contre l'accès à l'IVG, des questions autour des violences faites aux femmes. Qui sont assez négatives, on va dire, par rapport aux droits des femmes. Et pour le coup, notre société a voté la constitutionnalisation de l'IVG cette année. Donc, je pense que ça, c'est un élément très positif. Dont certains députés RN n'ont pas voté pour. C'est le groupe à l'Assemblée qui a le moins voté pour cette constitutionnalisation, clairement. Juste sur ce point, moi je me suis réjoui de la constitutionnalisation, mais il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'un droit est dans la Constitution qu'il est applicable et effectif. Et si les centres d'orthogénie, les centres IVG sont pas financés, si on recrute pas les professionnels au bon niveau de rémunération, etc., en fait ce droit il est théorique et il reste totalement théorique. Je renvoie vos spectateurs au nombre d'amendements déposés par des représentants du Rassemblement national pour dérembourser l'IVG. Voilà, c'est-à-dire qu'ils aient voté ou pas voté la constitutionnalisation, ce qu'il faut regarder, c'est comment on attaque les fondements même de l'effectivité. Si c'est plus financé, malheureusement, cette constitutionnalisation, elle pourrait devenir extrêmement théorique. Oui, parce que ce qui a permis d'avoir autant de députés, parce que faut quand même le rappeler, on en a déjà quand même beaucoup à l'Assemblée nationale. Ce qui a permis au moins d'avoir autant de députés, c'est de voir ce qu'ils votent déjà, les amendements qu'ils proposent déjà, aussi bien au niveau français mais aussi au niveau européen, sur les différentes thématiques et notamment en santé, puisqu'il y en a qui votent ça aussi, et de voir du coup quels sont leurs positionnements. Et donc voilà, là il y avait aussi la suite par rapport à la santé des populations plus vulnérables. Oui, exactement, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment le fait de criminaliser les personnes sans domicile, et donc le RN a voté pour la loi Kasbarian qui a accéléré les procédures d'expulsion de logement, avec toutes les conséquences ce que ça peut avoir aujourd'hui. Donc procédures d'expulsion qui existent déjà, et qui se sont par ailleurs multipliées en Île-de-France à l'approche des Jeux Olympiques. Mais nous, on voit toutes les conséquences sur le terrain que ça implique. Ça veut dire des personnes dont le parcours de soins est interrompu
interrompu, le parcours d'accompagnement est interrompu. C'est de l'errance, c'est des enfants qui sont déscolarisés, par exemple. Donc c'est ça les conséquences d'un non-accès stable au logement. Donc si on parle d'insertion, par exemple, c'est un peu difficile quand on déstabilise les personnes et qu'on les expulse régulièrement et qu'on les criminalise. Donc ça, c'est par exemple un des exemples de ce qu'a pu voter le Rassemblement national. Quelque chose qu'on peut, parce qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat, etc., quelque chose qui a été proposé, c'est de reconnaître par exemple l'eau comme un bien public. Le Rassemblement national s'est abstenu de défendre la gratuité de 40 litres d'eau par jour par personne, par exemple. Ça pourrait être quelque chose de très positif, de donner l'accès à l'eau à l'ensemble des personnes, au moins pour les premiers litres d'eau qui sont essentiels pour la survie, tout simplement. Oui, et effectivement, ça permet aussi de voir, comme Eric le rappelait, par rapport au reste des déterminants de santé, donc de tout ce qui va avoir un impact sur la santé des citoyens et des citoyennes, de rappeler aussi que, par exemple, l'eau, l'accès à l'eau potable, l'accès aussi à une scolarité et du coup derrière à pouvoir s'insérer dans la société, tout ça, ça a un impact plus ou moins proche de la santé. Et du coup, c'est important aussi de le questionner et de se poser la question beaucoup plus largement que ce qui peut se passer sur les soins, de ce qui peut se passer sur notre santé. Par rapport à tout ça, Nicolas, Eric, si vous avez aussi... Non, je crois que c'est assez clair ce que vous avez fait comme message. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Malheureusement, on a une proportion de députés RN à l'Assemblée nationale qui nous donne à voir, en fait, quand même, de ce qu'ils ont pu essayer de faire passer ou en tout cas afficher. Pour nous, structure associative humaniste, universaliste, qui est dans une approche de l'accès aux droits, aux soins pour tous, c'est un moment un peu complexe. Il y a les questions de genre qui sont aussi un sujet. On a dans notre centre un médecin qui est spécialisé sur ce type de public et du coup on voit bien toute la culturation qu'il faut avoir auprès de nos bénévoles, les autres professionnels de santé, et on a des retours de ces personnes qui ont du coup eu des mauvaises expériences avec d'autres pros ou avec leur entourage, mais parfois l'entourage est quand même très bienveillant. Mais bon, là, en tout cas, on a quand même une difficulté on a potentiellement aussi sur cet enjeu une problématique qui peut arriver très vite pour une partie de la population française et du coup, ça nous touche. Oui, moi en complément à ce que dit Nicolas, on est à un moment où on le sait et les perspectives qui sont devant nous sont pas simples. On est en pénurie de temps médical, de temps soignant. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême droite, c'est puisque on est en pénurie, c'est finalement d'exclure certains, notamment les étrangers, parce que ça va permettre de gérer la pénurie. Nous, on pense qu'au contraire, déjà outre tous les enjeux, ce qu'a rappelé Sandrine tout à l'heure, en termes de santé publique, de nos valeurs humanistes que ça vient évidemment heurter, c'est au contraire en travaillant les uns avec les autres qu'on fera émerger des solutions innovantes comme celles que porte Nicolas, par exemple avec les marsouins, les unités mobiles qui font tourner en Pays de Loire ou en Bretagne, plein d'autres initiatives qui peuvent être initiées par des associations, par des mutuelles, par des fondations sur le terrain. C'est en misant sur l'intelligence collective, sur l'entraide, qu'on arrivera à co-construire les solutions dont on a besoin aujourd'hui, dont on aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que je reprends ce qu'a dit Sandrine tout à l'heure, sur des sujets de santé publique, c'est pas par des arbitrages de court terme, par des arbitrages comptables, technocratiques qu'on y arrivera. C'est au contraire en redonnant du lien dans les territoires, en faisant en sorte que l'ensemble des parties prenantes travaillent ensemble, qu'on arrivera à faire émerger les solutions dont on a besoin. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans les territoires qui demandent quelques moyens pour passer à l'échelle, pour se démultiplier, pour se renforcer. Aujourd'hui, la totalité de la dépense de santé dans notre pays, c'est 310 milliards d'euros, donc on met beaucoup d'argent, mais il reste des inégalités
Et la question fondamentale qui est devant nous, c'est comment on prend en compte la triple transition auquel notre société a à faire face. La transition démographique, mais la transition écologique aussi, la transition numérique. Transition numérique, ça peut être un formidable levier pour réduire les inégalités, pour aller vers les populations les plus éloignées du soin, pour éviter des soins redondants, inadéquats, pas faits au bon moment, et rendre le système plus efficient. Parce que c'est aussi comme ça qu'on garantira sa soutenabilité et qu'on évitera de devoir faire des coupes franches, ce qui aujourd'hui est malheureusement proposé par certaines formations politiques. Tu veux réagir, Nicolas ? Oui, je crois que la techno peut être une solution, mais en fait, il faut aussi regarder le lien, en fait, les gens. Il y a quand même, je pense que Eric connaît ce chiffre-là, mais 30% des infirmières nouvellement diplômées arrêtent au bout de 5 ans. Ouais. Je crois que... Et t'en as 15 à 30% qui arrêtent même en cours d'études maintenant, grâce à Parcoursup. Et la durée de vie, entre guillemets, dans son travail, c'est entre 7 et 15, je crois, je sais plus... Donc en fait, on forme des gens pendant 3 ans pour qu'ils se barrent dans 5. Et du coup, on se questionne pas. On ne réfléchit pas. C'est quoi les conditions de travail. Les conditions de travail, rémunération, l'équipement, la technique qu'on peut mettre à associer, la requalification du métier. Tu vois, on a des IPA maintenant. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Bah non, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est mal rémunéré. Ouais. Du coup, il te faut une file active longue comme je sais pas quoi, pour que y ait un début de rémunération correcte. Et du coup, moi je crois que tu parlais de solidarité, du lien pour répondre aux enjeux de demain et aux problématiques des gens. Je suis d'accord avec ça, et je pense que c'est rajouter du professionnel, rajouter de l'individu, mettre de la coordination et mettre en avant ce qui est fait. Mettre en exergue les bonnes initiatives pour que d'autres territoires s'en inspirent. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est remettre du sens. Tu vois, nous, on veut pas être le Elon Musk du camion, tu vois. On veut pas développer des... Nous, c'est pas... Moi non plus, quand je disais utiliser les données, c'est parce que c'est un levier supplémentaire, mais c'est pas à la place d'eux. Hein. Au contraire, on appuie. Moi, quand je dis Elon Musk, c'est dire de faire des camions partout en France, à vos soins, il a pas vocation à en faire partout. Par contre, donner à d'autres la possibilité de s'inspirer de ce qu'on a fait, ou les accompagner comme on a fait en Corse, ou on est en train de faire en Nouvelle-Aquitaine, banco. Et en fait, en plus, ça sera plus riche, parce qu'il y aura ils auront eu des approches différentes. Donc, du coup, la différence étant beaucoup plus riche, on va s'inspirer de ce qu'ils font et on va améliorer nos propres procédés. Et tu vois, c'est plutôt le côté lien, gens... et confiance. Sens et confiance. Parce que je pense qu'au travers de tout ce que vous dites aussi depuis le début, il y a vraiment aussi ce terme-là qu'on perd justement, et pour des bonnes raisons, hein, en tout cas pour des raisons réelles. Mais c'est aussi de remettre de la confiance au-delà, en tout cas en face de l'exclusion. Et comment on est confiant envers un système de santé qui peut répondre aux besoins de tous. Et il peut répondre aux besoins de tous, notre système de santé, si on y remet les valeurs qui étaient celles de son origine, quoi, d'une certaine manière. Je sais plus, tu le dirais beaucoup mieux que moi, Eric, sur la devise de la sécurité sociale en 45, je te laisse le dire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est le principe sous-jacent du Conseil national de la résistance. Au moment où on croyait aux jours heureux, où on sortait du pire, et où, à un moment donné, dans un grand compromis, le patronat, les syndicats, le pouvoir politique, tout le monde a estimé que l'enjeu fondamental, c'était de permettre à chacun de s'émanciper, individuellement, collectivement, de pas craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé. Et grâce au système de protection sociale, au système de santé, la problématique de l'époque, c'était comment on permet aux gens de pouvoir entreprendre pour soi, pour les autres, de participer à la reconstruction du pays, parce que c'était ça l'enjeu fondamental. Hein. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Et c'est là aussi, quand Nicolas parle du sens pour les professionnels de santé en général, mais c'est aussi le sens de la protection sociale. Le rôle de la Sécu, le rôle des mutuelles, c'est pas d'être des guichets payeurs, c'est de couvrir des aléas. Et donc il faut aussi qu'on fasse un effort collectivement de citoyenneté sociale pour que la solidarité que l'on souhaite renforcer, conforter, étendre,
elle résonne aussi avec de la responsabilité individuelle et collective. Et c'est tout l'enjeu dans ce qu'il faudra que l'on fasse, quel que soit le résultat le 7 juillet prochain, et on espère éviter le pire, pour retisser, restaurer de la citoyenneté sociale, des espaces d'échange, de réflexion et d'action collective. Là, on arrive dans la conclusion et nous, on aime bien, dans la Fabrique des Soignants, en parler avec le jeu. Donc, je vais vous adresser une question personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la santé tel que vous le faites aujourd'hui? Parce que je pense qu'on a aussi besoin de ce genre de message, de comprendre en fait pourquoi un tel ou un tel s'engage dans ce secteur qui est un secteur très très complexe. Là, on a pas mal parlé à des échelles assez grandes, mais je pense que c'est cette question du jeu qui est sans doute la plus importante. Donc vas-y, si tu veux commencer, Sandrine. Pourquoi infirmière? Pourquoi après médecin du monde? C'est pas une question facile, mais en tout cas, je pense que toute la continuité de mon parcours, ça a été vraiment la santé et la santé individuelle et la santé collective. Et c'est aussi pour ça que je suis passée d'infirmière à peut-être humanitaire et aujourd'hui plus organisation qui est en faveur du soin. C'est de se dire comment vraiment réellement la santé de tous passe par la santé de chacun et comment on fait en sorte que l'on prend en compte la globalité des déterminants de santé et réfléchir vraiment ce qui me fait bouger, me lever le matin, c'est réfléchir à qu'est-ce qui sur un territoire, qui soit à une échelle très locale ou à une échelle nationale ou internationale, qu'est-ce qui sur le territoire ferait que plus de personnes, et si possible l'ensemble des personnes du territoire, puissent avoir accès à leur santé, à la santé et un accès aux soins qui soit digne et accessible pour tous. Merci. Nicolas? C'est moi. Je laisserai Eric terminer. Moi, c'est assez personnel. Du coup, c'est une rencontre. Hein. C'est ma femme aujourd'hui qui était ma copine de l'époque et qui m'engage là-dedans. Mais du coup, c'est très personnel. Mais je crois qu'en y réfléchissant, là, parce que je m'attendais pas à ce que tu me poses la question, pour apporter un truc un peu plus... En fait, depuis, je crois, tout petit, la notion de l'injustice, c'est un truc qui m'est insupportable. Je suis très mauvais joueur, mais je supporte pas l'injustice. Et je crois que j'ai trouvé dans la santé et dans les questions de solidarité plus globalement, un terrain de jeu pour pouvoir donner de l'énergie, me lever le matin comme tu disais Sandrine, et je pense que des fois c'est pas facile hein. J'ai fait plein d'autres boulots, usines ouais, j'ai vu ouais, t'as vu, j'ai fait plein de trucs j'ai été aussi me confronter au quotidien des gens, me lever, faire les 3-8 rentrer dans des boulots pénibles, usure physique, rencontrer des gens qui sont là depuis 15 ans, te dire mais en fait ta perspective elle est quand même limitée et en fait t'as même pas envie d'aller chercher comment. Je me suis interrogé et du coup je me suis dit que c'était pas possible dans le monde dans lequel on vivait. Aujourd'hui en 2024 les gens doivent ou peuvent ou on doit les accompagner pour s'épanouir et que ils sont pas juste une force de travail. Et voilà, donc j'ai trouvé mon petit secteur, ma petite filière avec ces camions, ce centre de santé, des collègues super et une asso quoi. Moi en fait je suis tombé en mutualité par hasard, voilà, parce que je venais donner un coup de main sur une action prévention sida dans les années 90 en milieu étudiant et j'ai trouvé là un mode d'engagement qui me correspondait assez bien parce que même à l'échelon local on pouvait faire des choses concrètes, on n'avait pas besoin d'être à des hauts niveaux de responsabilité pour faire des choses. Et donc ce côté les mains dans le cambouis m'allait assez bien. Moi je suis pas du tout comme Sandrine professionnel de santé, hein. Je suis juriste de formation donc je suis pas du tout soignant, voilà. Et par la santé, par la protection sociale plus largement, finalement j'ai trouvé un écho à quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est comment on s'émancipe individuellement, collectivement, comment on est capable de s'extraire d'une forme d'assignation où quelquefois nos sociétés on nous catalogue, on nous impose un certain nombre de choses. Quand on n'est pas en bonne santé, quand on craint un aléa, il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire, qu'on n'ose pas entreprendre pour soi, pour les autres. Et
quand on s'enlève ce risque-là parce qu'on se protège mutuellement les uns les autres, eh bien on est capable de plein de choses. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut qu'on retrouve en termes, là aussi, de sens, de perspective. C'est qu'en se protégeant mutuellement les uns les autres, on est capable d'inventer et de construire les solidarités de demain. Et ça, c'est la raison d'être de la mutualité. Donc, c'est ça qui fait que 30 ans après, même si c'était pas prévu en 93 quand j'ai commencé, et je suis encore dans le mouvement mutualiste parce que pour moi, ça fait sens au regard de mes valeurs, de la capacité à lutter contre les inégalités, de porter un message dans la société, une vision politique, pas partisane, mais une vision politique de la société, du comment on vit les uns avec les autres, les uns pour les autres. Moi, je pense que le mot émancipation est sans doute celui qui arrive à faire converger tout ce que vous avez dit. Et le soin comme modèle d'émancipation, je pense que c'est une bonne lignée pour reconstruire ce qu'il y aura à reconstruire dans les semaines, mois et années à venir. Ouais, carrément. Et merci encore une fois d'avoir pris ce temps avec nous, d'avoir pris ce temps aussi avec vous à distance, de nous avoir suivis. On vous réaffiche aussi notre campagne Ulule qui du coup est toujours active, donc notre campagne de dons, puisque ces émissions n'étaient pas prévues de la même manière que la dissolution, mais on voulait quand même agir, se mobiliser, et du coup en urgence on a fait tout ce qu'on a pu avec les bénévoles de l'association, avec les professionnels aussi qui nous ont rejoints au fur et à mesure du lancement du cordon sanitaire solidaire. Mais c'est aussi des coûts, et donc ceux et celles qui peuvent nous aider, vous êtes les bienvenus. Et donc on vous remet aussi le lien du financement participatif pour l'association La Fabrique des Soignants. Ah oui, et en étant une asso, on n'aura plus de thunes en septembre. Et on vous rappelle, du coup, pour terminer, qu'on se retrouve après-demain, déjà, le 4 juillet, déjà. à partir de 20h, pour parler du soin par et pour les personnes étrangères, notamment pour les soignants. En tout cas, on aura sur le plateau des soignants étrangers, en particulier aussi des médecins et autres professionnels médicaux qui sont formés hors de l'Union européenne et du coup qui aussi vont clairement être touchés par rapport à ce qui est proposé par l'extrême droite. Oui, tout à fait. Et ça nous permettra aussi, je pense, de parler d'une ligne qui est hyper importante de la question de l'antiracisme, parce que c'est là aussi une ligne de fracture qu'il y a avec les idées de l'extrême droite. Et si on n'affiche pas, notamment du côté de santé, du côté de la santé, et la santé doit aussi se regarder par rapport à ça, la question de l'antiracisme est hyper importante. Et on parlera aussi de la psychiatrie. Voilà, donc gros programme pour jeudi. N'oubliez pas aussi de vous connecter jeudi à partir de 20h, et pour être notifié, abonnez-vous à la chaîne Twitch de La Fabrique des Soignants et à la chaîne YouTube, et puis à nos différents réseaux sociaux où on va continuer de se mobiliser et de poster aussi les initiatives et de relayer les initiatives de toutes les organisations qui prennent la parole au fur et à mesure, notamment jusqu'au 7 juillet. Merci. Merci, bonne soirée.